Potentiel, le podcast qui t'aide et t'encourage à explorer et développer tous tes potentiels. Oser être soi avec toutes ses particularités. Voilà en quoi consiste mon travail depuis des années. Moi, c'est Elodie, diplômée en psychologie, en psychanalyse, coach, médiatrice familiale, formatrice et autrice de nombreux livres sur les atypies. Moi-même concernée, multipassionnée et au multipotentiel, j'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas ? C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Bonjour Marie, je suis trop heureuse de t'avoir dans le podcast Potentiel. Vraiment un grand merci à toi. Bonjour Elodie, je suis trop contente d'être là. Alors, j'ai pour habitude de présenter les invités tout simplement parce que souvent, j'invite des personnes qui sont atypiques, multipotentielles, et c'est la question vraiment hyper compliquée, je trouve, lorsqu'on nous dit qu'est-ce que vous faites dans la vie, qui vous êtes, on ne sait pas par quel bout commencer. Donc, si tu me permets, moi, je vais essayer de te présenter, et si j'oublie un truc, si ça va pas, tu me corriges, ok ? Ok. Donc, on te connaît effectivement beaucoup plus sur Instagram, sur le compte de Little Bun Bao. Donc, sinon, c'est Marie Kao, si je ne me trompe pas. Tu es interprète professionnelle langue des signes. C'est quand même ton premier corps de métier, vraiment ton cœur de métier. Même si maintenant, quand même, tu es une grande créatrice de contenu, faut bien le dire. Mais aussi, tu es autrice de plusieurs ouvrages, dont des best-sellers. Il y a 2 grands guides, celui de la langue des signes et plus récemment, celui effectivement de comment on accompagne son bébé de 0 à 3 ans. Et tu as, alors j'ai comptabilisé en tout, mais alors je sais pas si je les ai bien comptés, 9 ouvrages jeunesse pour accompagner effectivement parents, enfants et puis en fait tout le monde, j'ai envie de dire, auprès des jeunes enfants, mais surtout pour l'apprentissage de la langue des signes. Est-ce que j'ai tout bon ou est-ce qu'il manque des choses ? C'est parfait. Il y a juste un point, c'est que je ne suis plus actuellement interprète en langue des signes. Quand on ne pratique plus, au bout d'un moment, on perd en pratique. Et aujourd'hui, je suis une ancienne interprète en langue des signes et je partage effectivement du contenu sur les réseaux sociaux et dans les livres. À titre perso, puisque tu en parles souvent sur ton compte, tu es également maman de petites filles. Et donc, tu vas pouvoir nous en parler aussi aujourd'hui, puisque je t'ai invitée pour parler à la fois, de toi, et aussi donc de l'atypie, mais de faire le pont avec la LSF, donc la langue des signes française, puisque moi, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais je fais une parenthèse pour les personnes qui ne savent pas, mais la langue des signes n'est pas pareille d'un pays à un autre. Donc là, on parle bien de LSF. Et comment finalement la LSF, a pu t'aider auprès de tes filles, ou même en fait avec toi-même, dans l'expression, dans la communication, par rapport à tes particularités. Donc on va faire le pont un petit peu entre les deux. Et je crois que tu as beaucoup de choses à nous dire. On va commencer du coup. Est-ce que toi, tu veux bien parler de tes atypies ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as conscience depuis longtemps, même sans mettre des mots dessus ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as passé des tests officiels ou est-ce que tu n'en ressens pas le besoin ? Parce que moi, je dis souvent justement qu'on n'a pas besoin de passer des tests pour sentir qu'on est concerné. Ça ne veut pas dire qu'on est sûr, mais parfois, en fait, juste de pouvoir se sentir concerné, ça peut nous rassurer à avancer dans la connaissance de soi. Et puis parfois, on a quand même besoin d'avoir quelque chose de plus officiel, d'un professionnel en fait, qui puisse effectivement nous aider un petit peu aussi à décortiquer tout ça. Alors oui, j'ai eu besoin pour ma part d'être accompagnée par des professionnels au niveau de cette atypie. J'ai senti dès toute petite, j'étais différente à un point où c'était très compliqué pour moi. Le quotidien, je me sentais comme une extraterrestre, vraiment, avec à des moments, je me suis même posé la question, est-ce que j'avais pas été adoptée tellement j'étais différente, je ne fonctionnais pas comme la plupart de mes camarades, j'avais pas les mêmes passions, j'avais pas les mêmes hobbies et j'avais l'impression d'être complètement à part dans une toute petite ville. J'ai toujours eu un papa très particulier qui était assez atypique, un grand enfant, et j'y ressemblais quand même pas mal, mais après dans tout le flow, c'était pas du tout, je me reconnaissais pas. Je me rappelle de cette phrase de ma grand-mère qui me disait, mais alors déjà elle jugeait mon physique à ce moment-là, mais elle me regarde, elle me fait, t'es pas vraiment, non t'es pas belle, mais t'as un visage particulier et tu es une enfant particulière.
il y avait ce jugement qui était posé et que j'ai toujours ressenti, comme quoi j'étais différente. En grandissant, ça s'est encore plus maxé, avec une sensibilité qui sortait de nulle part, où j'avais l'impression d'être folle. Je me suis dit que ma place était peut-être en hôpital psychiatrique à certains moments de ma vie. C'était très compliqué. Et quand je rencontre une très bonne psy qui m'accompagne suite au deuil de notre tout premier bébé, très rapidement, elle commence à me dire Marie, ça serait bien que vous fassiez tester au niveau du TDAH, donc du trouble. Attends, je vais y arriver. Déficit de l'attention avec hyperactivité, mais t'inquiète pas, mes auditeurs savent exactement ce que c'est. Ok, et du coup, sur le coup, je la regarde et je ricane, mais pas du tout. Et au fil des séances, et également avec d'autres créateurs de contenu autour de moi qui ont cette atypie, je me rends compte que je suis bien avec eux, que je me sens comme en famille, que je me sens compris comme dans une famille, et je commence à faire des liens. Donc là, j'ai été accompagnée par une psychologue qui a effectivement posé un diagnostic, et là, j'attends d'avoir le neurologue, le neuropsy, pour pouvoir poser le diagnostic pour moi qui sera vraiment très concret, et potentiellement avoir recours à la médication pour certains moments de ma vie. Donc on est dans ce parcours-là, mais il y a eu besoin d'avoir un diagnostic. Parce que sinon je n'y croyais pas, parce que sinon c'était encore un peu une sorte de folie, parce que j'ai toujours mis le mot dessus, c'est une sorte de folie. Et le fait qu'un professionnel vienne poser le mot, en fait, c'est ah bah non, je me l'invente pas. Je fais pas la maline à essayer de me sentir différente, parce que c'est des choses qu'on entend. Et ça a beaucoup apporté de choses chez moi d'avoir ce diagnostic, et tout s'est révélé. Je me suis enfin comprise, et ça a été une renaissance. Comme dans les bains que l'on voit où la maman et le bébé rejouent la renaissance dans un bain, et je pense au bain d'Aurélie, Bien-être et devenir, mais j'ai revécu ça, quoi. J'ai vécu ça en tant que femme et en tant que mère également. Merci, c'est super poignant. J'ose te demander, mais est-ce qu'on t'a proposé que le TDAH, ou est-ce qu'on t'a proposé notamment le test de QI pour le HPI? Parce que souvent, ça va de pair, en fait, on propose aussi les deux. Alors, j'ai refusé le test QI. Ouais. C'est pas étonnant. Il y a beaucoup de femmes qui ont plus de mal pour le HPI. Je me rappelle avoir passé un test QI quand j'étais plus jeune, au tout début de la fac, et en fait j'avais eu un score qui était quand même voilà je sais pas, c'est fou, hein, comme on a du mal à le dire. élevé, avec toute une partie qui concernait les maths, alors de ce que je me rappelle, la spatialisation, et où là c'était une catastrophe absolue, et où je me rappelle ne pas avoir investi d'énergie à ce moment-là pour résoudre. Et donc ça avait été hyper barbant. J'avais trouvé ça lourd, et c'est quelque chose que je ne souhaite pas refaire, comme faire mes feuilles de sécu, comme faire mes impôts, comme faire ma compta. C'est des choses que c'est une montagne à faire. Je comprends. Après, ce que je trouve intéressant, parce que là, j'ai la sensation, et tu me diras si j'ai eu tort, mais que ton TDAH, malgré tout, a été comme compensé, parce que j'ai quand même la sensation que tu as réussi au fur et à mesure de ta vie, malgré tout, à atteindre certains objectifs. Et c'est souvent le cas, pas toujours, mais lorsqu'il y a du HPI et du TDAH, il passe plus inaperçu, en fait, le TDAH. Et souvent, les femmes, notamment, se rendent compte ou se questionnent là-dessus une fois qu'elles ont des enfants. Et que leurs enfants ont des particularités qui font écho, et elles se disent, mais attends, ça vient d'où ça? Et du coup, là, elles creusent un peu. Est-ce que ça a été ton cas? Alors, ça a été mon cas avec mes filles. Alors, sur le premier bébé, on se rend pas trop compte. C'est quand on en a plusieurs. On voit qu'il y a une différence. Moi, j'ai fait en sorte de pas trop projeter ma vie et ma façon de ressentir les choses sur ma fille, la toute première, pour pas projeter, pour pas la façonner, mais très rapidement, j'ai vu qu'effectivement, il y avait quelque chose qui était différent. Donc, je me suis posé à ce moment-là la question, effectivement, de passer des tests et d'aller comprendre ce qui se passait chez moi pour mieux elle la comprendre, et surtout
qu'elles ne vivent pas ce que moi j'ai vécu, de se sentir différente, de pouvoir dire ben oui, effectivement, t'as cette particularité, t'as cette atypie, et de le prendre et de l'intégrer dans un quotidien où c'est ok à la maison et où on se sent en sécurité avec ça et où on ajuste au quotidien, on permet que ça soit plus souple et plus facile à vivre. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place effectivement en devenant maman. Est-ce que du coup, alors tu parlais de renaissance pour toi, est-ce que ça t'a aidé, le fait vraiment de mettre un mot dessus pour toi? Est-ce que ça t'a plus aidé? Est-ce que ça t'a apaisé dans l'accompagnement que tu as avec tes enfants? Complètement, je crois que j'en aurais pleuré quand j'ai percuté ça et alors, tout plein de personnes ont commencé à m'orienter dessus. Je me rappelle de Catherine Testa qui me regarde et qui me fait « Mais Marie !» Gros cœur sur Catherine Testa. Et ça a été des moments où quelque chose se soulevait. J'ai vécu avec un poids permanent sur la poitrine, de me sentir différente et de presque pas me révéler parce que j'étais trop différente. Si je me permettais d'être moi-même, je me mettais en danger. Et être moi-même, c'est rentrer des courses trop contente parce que j'ai acheté un paquet de graines de tournesol et de jouer des maracas et de chanter dans toute la maison. Mais aujourd'hui, c'est ok. Et les filles comprennent ça. Et les filles, je peux leur partager effectivement tout ça. Mais ça a été une vraie renaissance au niveau perso. Mais en termes de maman, j'ai enfin compris ces élans d'amour que j'avais, cette sensibilité auprès de mes filles, l'hyperfocus aussi que moi j'ai observé en tant que mère. Pendant 3 ans, pour chacune, j'ai été hyper focus sur chacune d'elles. Et à un moment donné, j'ai focus sur autre chose, notamment sur ma carrière. Et cet ajustement a été compliqué pour les filles. Et il a fallu que je les accompagne bien, que je les rassure, en sachant que j'avais cet hyper-focus qui peut complètement me déstabiliser à la maison. Quand on est dévoué à son enfant jour et nuit, et disponible, et là, et présente, et que du jour au lendemain, on met un coup de volant et on focus sur autre chose, je pense que c'est terrorisant pour les enfants. Il a fallu l'accompagner, il a fallu le verbaliser et aussi je les guide, je leur montre un chemin dans le sens où je montre ce qu'il faut faire dans le sens où on verbalise, on explique, on est différents, on n'a pas tous les codes, mais on s'explique les choses. Et c'est beau aujourd'hui de les voir, elles, faire ça, d'avoir ces clés-là, d'expliquer et des fois de se retourner où elles me regardent et où elles verbalisent les choses et comme une évidence pour elles, j'aurais aimé avoir ça moi enfant. C'est vrai que ça, c'est une angoisse qui revient souvent dans les témoignages que j'ai. C'est la crainte que nos enfants puissent vivre la même chose que nous. Et on a beau savoir que nos enfants ne sont pas nous, et que du coup, ils n'ont pas les parents que nous avons eus, forcément. Il y a toujours ça, cette crainte de transmettre. Il y a aussi peut-être un changement, je ne sais pas si tu l'as remarqué ou pas, au sein de ton couple. Est-ce que tu souhaites en parler? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Je te fais un grand oui de la tête. Je crois que tout, c'est incroyable. Le moment où tout s'éclaire, où je comprends qui je suis, où le diagnostic est posé, où il y a également des suspicions sur James et qu'il accepte potentiellement d'être différent. Déjà au quotidien, j'ai pu dire non mais là je fais pas exprès en fait, je ne fais pas exprès, je te promets. Déjà au niveau de la sensibilité. Lui, il est quelqu'un qui est plus, on va l'appeler poker face. Déjà, c'est culturellement, il est franco-vietnamien et il a culturellement, il y a quelque chose de l'ordre de comment dire, de pas de la fierté, mais de voilà, je garde la face, surtout quand on est immigré, qu'on vient des boat people, etc. C'est très compliqué. Et lui, il est très poker face. Et moi, à tout l'opposé, je suis très sensible, je pleure devant les films, comme je m'énerve quand quelque chose est hyper injuste et je suis très touchée par les choses. Et il me regardait en mode, mais meuf. Et des fois, il me regarde et il fait 36 personnalités, quoi. Et moi, ça me vexait quand il me disait ça. Et aujourd'hui, on sait que ça fait partie finalement de cette atypie. Et on a pu parler, on a pu poser les choses, on a pu découvrir des boîtes à outils et se dire, on communique. Non, mais là, ce que je fais, c'est pas que je le fais pour t'embêter, c'est que j'ai clairement
oublié d'enlever mes godasses en rentrant. Il y a des choses et quand je parle ou que je coupe la parole, ce genre de choses, c'est pas que je ne te respecte pas, c'est plus fort que moi. Je couperai la parole à Brad Pitt, Jared Leto et je ne sais qui, en fait. C'est pas que je m'en fiche de toi, c'est que ça sort de ma bouche. Et ça, je crois qu'on était sur des relations assez conflictuelles au début. Et aujourd'hui, mais il y en a très très peu et on les gère, mais tellement bien. On est trop fiers d'un côté de se dire ouais bah là ça fait des étincelles et très rapidement ça redescend parce qu'on a plein d'outils aujourd'hui, parce qu'on se connaît mieux lui et moi et que on n'est plus un étranger l'un pour l'autre. Vraiment, on a appris à se connaître avec ces atypies là. C'est beaucoup plus simple au quotidien. Est-ce que lui aussi est atypique? Selon moi et selon d'autres personnes, oui. Et c'est ce qui fait que le couple aussi fonctionne bien, mais que niveau boulot, on n'est pas ouf, quoi. On est deux catastrophes ambulantes, je le dis, on est une équipe de bras cassés. On a un potentiel extraordinaire par tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait faire. On est deux gros couteaux suisses. Lui, il est monteur vidéo, réalisateur, il fait du stop motion. Donc, je te dis la patience qu'il a. Il s'intéresse à tout, il se forme en permanence. Et moi, de mon côté, j'ai tout mon couteau suisse. Et pour le coup, professionnellement, on est là, on sort les rames, on fait que procrastiner en permanence. On est une équipe de bras cassés et donc c'est comme ça aussi qu'on a vu qu'il y avait un problème avec James, enfin un problème, qu'il y avait une différence, une atypie, mais qui s'accordait tellement bien avec la mienne. Donc voilà, pour l'instant, il ressent pas le besoin de se faire tester. Mais le fait au tout départ, quand on en a parlé, je me rappelle qu'il s'était braqué. C'était genre presque une insulte, en fait. Et en côtoyant Catherine, en côtoyant d'autres personnes qui en parlent très bien, et il s'est dit non, mais effectivement, quand je regarde, et ça a eu permis lui aussi de mieux se connaître. Mais pour le moment, il n'a pas besoin de passer quelconque diagnostic. Je le dis souvent parce que les gens pensent qu'ils sont moins légitimes s'ils vont pas voir un professionnel. En fait, lorsqu'on est adulte, il y a peut-être moins d'importance dans le sens où souvent on fait passer les tests aux enfants soit pour des passations de classe, soit pour expliquer un comportement au sein de l'école, pour légitimer quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre dans les institutions. Mais lorsqu'on est adulte et qu'on peut effectivement plus facilement adapter notre mode de vie à qui on est, ce qui est plus important, le sésame, c'est plutôt la connaissance de soi. Donc après, c'est un plus pour certains, mais pour d'autres, en tout cas, c'est pas une obligation et heureusement. Mais du coup, tu m'offres une petite passerelle parce que là, on a parlé effectivement des avantages. Mais il y a aussi des inconvénients, et on en a un petit peu parlé en off, c'est-à-dire que parfois, exprimer sa particularité, exprimer son atypie, dire qu'on est passé en fait par cette recherche-là, ce n'est pas toujours compris par l'entourage, voire on a des réactions violentes. T'en penses quoi? Alors, je le vois et c'est concret au quotidien. Au départ, quand le diagnostic tombe, je me dis ouf, c'est génial, ça tombe, ça a été une renaissance, je suis tellement heureuse pour moi-même, je vois pas ce que ça va poser comme problème autour de moi finalement si je suis si heureuse et c'est... Ça concerne toi? Ça concerne que toi? Exactement. Alors, James, pour le coup, donc mon conjoint, il y a eu aucun souci, et même pour lui, ça a été un soulagement et ça a été beaucoup plus simple. Mais c'est quand j'aurais commencé à en parler, alors que des podcasts existent, que tu as énormément aussi contribué à ce sujet-là en France. Il y a une parole qui s'est libérée, il y a énormément de contenus qui viennent rassurer au niveau des diagnostics, au niveau de qui les fait, etc. Et quand j'ai commencé à me confier, j'ai pris des réflexions comme quoi, soit c'était un effet de mode, soit tout le monde s'auto-diagnostiquait TDAH ou ci ou ça, des lettres improbables. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait il y a ce genre de réaction? C'était vraiment quelque chose que je comprenais pas et que, à des moments, j'ai mis aussi sur le compte de... il y avait une espèce de compétition. Peut-être que la personne, elle s'est sentie en compétition, alors que c'est pas parce que j'ai un TDAH que je suis supérieure, je suis juste différente. On est tous à égalité, on n'est pas dans une verticalité. Et j'ai été assez surprise de certaines personnes qui pouvaient voir et continuer à voir la société dans une verticalité. On pouvait se positionner au-dessus ou dessous en fonction d'un diagnostic. Et dans mon entourage proche aussi, sur des gens hyper ouverts et qui peuvent être aussi et avoir une atypie, il y avait un rejet. On sentait qu'il y avait un rejet.
J'ai pris des pincettes à qui je me sens en confiance pour le dire et à qui je sens que c'est pas le moment, que les gens sont pas prêts et que en fait c'est pas très très grave non plus quoi. Ouais. Je vais revenir là-dessus parce que j'avais fait effectivement 2 épisodes de podcast pour parler effectivement du après, comment on en parle avec les gens et pourquoi il y a certaines personnes qui réagissent comme ça. Déjà, il y a ceux qui peuvent potentiellement être concernés et qui sont pas prêts à l'entendre parce qu'en fait, découvrir notre propre atypie, c'est leur envoyer un effet miroir et ça, c'est extrêmement douloureux. Et comme ils sont pas prêts parce que, il faut bien dire, on revient un peu, en fait, comme tu parlais de renaissance, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, on revoit les événements de notre vie un peu autrement, sous un nouveau prisme. Il peut y avoir de la colère en se disant pourquoi mes parents, personne n'avait vu ça, j'aurais peut-être fait des choix de vie autrement. Bref, des fois, il y a des gens, ils remettent tout en question, voire carrément leur vie de couple, peut-être que je serai avec quelqu'un d'autre. Enfin bon, ça peut être extrêmement douloureux, donc il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler. Puis il y a aussi, ça moi alors, ça me fait sourire, mais cette peur de je ne veux pas être dans une case, je veux pas être en fait avec une étiquette. Les gens vont dire mais en fait, mon gars, t'en as des étiquettes, t'es dans des cases, tout le monde te met dans des cases tout le temps. Donc autant tu choisis la tienne d'une certaine manière. Je veux dire, en soi, t'es déjà. Je veux dire, si on est une femme, un homme, déjà il y a cette histoire de genre qu'on essaye de faire évoluer, on est d'accord, mais il y a une histoire de couleur de peau, de nationalité. Enfin, je veux dire, il y en a en fait. Donc de base, tu en as. Mais il y en a qui ont la sensation d'être enfermés ou qu'on enferme les enfants dans des cases. Moi, je suis pour que chacun choisisse, dans le sens où il y en a, ça fait du bien, comme toi tu le dis, et il y en a, au contraire, ça fait pas du bien. La problématique, c'est lorsqu'on juge les personnes qui font des choix différents de nous. Donc, et tu en viens à dire, c'est-à-dire que toi, tu as fait le choix effectivement de passer par la case diagnostic pour mieux te connaître, et effectivement, je sais pas pourquoi il y en a, ils se permettent de juger ça parce que eux, ils en ont pas besoin. En fait, c'est une question de besoin et on n'est pas tous pareils. Est-ce que, malgré certaines difficultés, tu te sens plus écouté par ton entourage avec ça, ou est-ce que tu as la sensation que ça a mis des barrières et peut-être de la distance avec certaines personnes? Alors dans mon entourage proche, ça a permis ça a vraiment aidé au quotidien et ça a permis de m'accepter finalement parce qu'on ne m'acceptait pas. Je me rappelle même dans mon couple, mon conjoint me regardait avec des yeux genre mais qu'est-ce que c'est fait, c'est qui? Et aujourd'hui, tout est clair. Avec ma famille, ça a permis aussi un autre prisme, c'est-à-dire de se repositionner sur mon enfance, comprendre. Bon, moi, je suis issue quand même d'une éducation, pour être sympa, pour dire old school, pour ne pas dire violente. Et pour mes parents, ça a été compliqué de se rendre compte qu'en fait, j'avais été violentée enfant en ayant cette différence, en ayant cette sensibilité-là. Et je pense que c'est pas facile pour eux. Et moi, ça m'a finalement, au bout d'un moment, ça a permis aussi de me positionner et de dire que ça n'était pas juste ce que j'ai vécu et de me mettre dans une certaine colère et un besoin finalement d'aligner les choses et de dire ce qui était ok, ce qui n'était pas ok. Et là aussi c'est compliqué. Mais alors mon père, j'ai envoyé des livres sur le TDAH pour qu'il s'y plonge, mais s'il a un TDAH, il est costaud le sien, parce que c'était il est né dans les années 60, enfin fin des années 50, etc. Mais lui très vite l'a vu qu'il était très différent, qu'il n'arrivait pas à se concentrer s'il y avait la moindre musique, la moindre parole, au niveau du boulot, etc. C'était très compliqué. Et aujourd'hui, donc, je le pousse pour mieux se connaître, pour qu'il ait cette renaissance lui aussi. Donc lui, il comprend un petit peu ce que j'ai pu vivre, mais voilà, c'est pas simple pour toute la famille autour de moi. Et ça a mis de la distance avec des personnes qui peuvent être sur cette verticalité, comme je t'expliquais tout à l'heure, où je sais qu'à ce moment-là, ça vaut pas le coup d'exprimer qui on est et où on prend un petit peu plus de recul. Et puis après, il y a des personnes qui comprennent pas, mais qui sont comme moi. Et où je me rends compte aussi que leur chance, c'est que elles ont pas senti ce rejet. Souvent, ces personnes et ces amis-là autour de moi ont cette particularité, mais ont été acceptées comme telles avec des parents et un entourage qui les ont pris comme telles, sans les mettre à part ou sans en souffrir eux-mêmes. Et eux non plus sont pas prêts, mais eux c'est pas un souci. Eux sont ok pour finalement que je me définisse et que ça fasse partie de qui je suis, ce diagnostic. Et voilà, donc ça a permis de faire un petit tri auprès de moi, qui est safe, qui ne l'est pas,
qui m'acceptent et qui ne m'acceptent pas. Et ça aide énormément de se dire, je suis Marie, je suis comme ça. Et finalement, si tu m'acceptes pas, si pour toi, tu m'envoies des choses négatives qui me mettent trop mal, ben je recule, quoi. Je me mets à part et j'ai fait un tri énorme dans mes relations autour de moi et ma vie, elle est tellement plus saine. Elle est tellement plus saine depuis. Merci de le dire. On va faire le lien avec la LSF. Parce que du coup, selon toi, maintenant, avec le recul que tu as et la connaissance que tu as de toi-même, finalement, quel rôle a joué pour toi la LSF par rapport à tes atypies, tu penses? Alors, déjà, mon lien avec la langue des signes, il commence très tôt. À 4 ans, à la bibliothèque, je prends un livre à la maison parce que dedans, il y a l'alphabet de la langue des signes. Ma mère me dira que à 4 ans, je commence à apprendre tout doucement l'alphabet de la langue des signes, puis ça disparaît parce que j'ai pas d'autres supports. Et c'est autour de 11 et vraiment 13 ans où je m'y plonge dedans, où je lis l'histoire de la communauté sourde. C'est une histoire assez particulière et assez violente aussi, de personnes donc différentes qu'on a coupées de leur propre langue pendant plus de 100 ans. Ça a été une décision de la part des entendants d'arrêter de pratiquer la langue des signes dans la plupart des pays, sauf aux États-Unis et d'autres pays, mais la France faisait partie de ces pays où on a décidé, pour une homogénéité, pour plein de choses que je citerai pas, mais d'interdire, finalement, interdire entre guillemets, c'était pas légalement interdit, mais de plus l'utiliser, notamment dans les écoles, punir les enfants qui l'utilisaient, d'utiliser de l'oralisme, etc. Donc on a des témoignages de personnes sourdes et je lis une autobiographie là-dessus et je suis choquée, je suis bouleversée de ce que l'homme peut faire à l'homme et de cette injustice. À ce moment-là, je demande à mes parents d'apprendre la langue des signes parce que je veux rencontrer ces personnes-là et je sais pas si, je pense qu'en étant honnête, il y a un devoir de réparation de moi en tant qu'entendante qui a cette sensibilité de trouver ça horrible et hyper injuste, d'apprendre la langue pour pouvoir aller à leur rencontre, pouvoir échanger, pouvoir mieux les connaître et moi faire ce pas et pas que ça soit eux en permanence qui fassent ce pas vers la communauté, vers les entendants. Et donc je plonge dans la langue des signes et j'y plonge, mais carrément, je me rappelle louper des cours au lycée pour aller en cours de langue des signes. Ça tracera aussi toutes mes études et pourtant à la fac, là je fais face au TDAH, j'ai compensé tout le lycée, c'était facile. J'arrive à la fac, je repique chaque année 2 fois, quoi. Je sors les rames forcément face au travail qu'il y a à fournir en fac. J'arrivais pas à m'y mettre une semaine avant et tout réussir à compenser. Donc là aussi, ça explique énormément de choses. Je n'étais pas si bête que ça. Je comprends qu'en fait, j'arrivais plus tout simplement à compenser. Et donc, je plonge dans la langue des signes. Je travaille dans la langue des signes. J'accompagne la communauté sourde. Je fais partie des manifestations, etc. Je plonge vraiment dans cette culture. Et à un moment donné, pour moi, elle est évidente. La langue des signes est presque plus naturelle pour moi. J'arrive plus à exprimer mes émotions. Il y a des moments où, avec de très fortes émotions, je n'arrive plus à parler. Je suis dans un mutisme total depuis l'enfance. Et finalement, la seule chose ça devient un outil pour moi, c'est la langue des signes. Donc, je me rappelle de situations choquantes que je vis en parlant la langue des signes. Donc, jeune adulte, je me rappelle avoir vu un film terrible, irréversible, et être dans l'incapacité, après ce film-là, de communiquer, de produire un son. Et pourtant, c'était que la langue des signes à ce moment-là qui venait. Donc, et pareil sur les émotions très intenses, les moments de choc dans la rue, etc., où c'est la langue des signes qui prend le pas. Les rêves deviendront langue des signes après plus tard en école d'interprète. Et je me rappelle en école d'interprète, mon prof, Simon Atia, qui me dit mais Marie, t'as quelque chose d'assez particulier dans ta langue des signes. On sent que tu plonges en fait. Tu plonges de la culture entendante à la culture sourde. Et ça a été vrai à tel point que la langue des signes, quand je suis en école d'interprète, devient ma langue première. Mon français se détériore. Je commence à ne plus savoir les prépositions. Je ne parle plus bien le français alors que je le maîtrisais très bien. J'avais fait des études littéraires. Je lis énormément. Et on est en France.
Et ben malgré tout ça, mon français a commencé à se détériorer. La langue des signes est passée première. Ça a été d'ailleurs le travail au niveau du mémoire avec une chercheuse du CNRS qui était linguiste et qui travaillait là-dessus. Et donc la langue des signes à ce moment-là passe première, à tel point que finalement elle est vraiment dans mes tripes. Je la trouve plus logique que le français ou que toute langue vocale. Elle est en 3D cette langue. On n'a pas ça on peut chuchoter en français et en langue vocale, mais en langue des signes, on a tout un espace devant nous. Et chose intéressante aussi en langue des signes, c'est que c'est visuel. Et moi, j'ai une mémoire visuelle. Tout passe par le visuel. J'apprends tout. Je fais que des fiches en fait, et je mets des couleurs et des dessins, et j'apprends tout. Je photographie dans ma tête ces fiches et je les restitue. Et donc la langue des signes s'y prête à merveille. Dès que je fais le signe arbre, là je suis en train de faire un arbre, l'arbre se dessine dans mon espace et je vais venir le repointer dans 10 minutes. Et ben le signe, je le referai pas, il est toujours présent. Donc ça dessine en 3D les choses et ça me semble plus naturel, plus intuitif que finalement l'écrit ou la langue vocale. Alors, on sent la passion, tu nous transmets la passion. Tu sais que j'avais fait une de tes premières formations et justement c'est là où j'avais aussi appris l'histoire de la langue des signes que je ne connaissais pas du tout. De toute façon, on peut pas tout savoir, mais j'avais beaucoup appris là-dessus. Je te remercie parce que tu es très pédagogue, ou on dira andragogue pour parler aux adultes, mais je veux dire, tu as cette capacité de transmission. Je pense que déjà, on l'entend là, je veux dire, la passion fait que tu nous passionnes aussi, mais c'est vrai que tes formations sont très qualitatives. J'ai oublié d'en parler au tout début et tu ne l'as pas dit. Mais tu vends également des formations en ligne pour les personnes que ça intéresse sur la langue des signes. Je mettrai tous les liens en barre d'infos tellement que je les trouve très très qualitatives. Donc déjà un grand merci parce que tout le monde merci à toi de transmettre. Donc merci beaucoup. Et du coup, moi tu vois, tu parlais de visuel et c'est vrai. Et moi je pensais notamment aussi au kinesthésique. Tu vois, à tout ce qui est effectivement lié au tactile. On le ressent dans son corps, en fait, quand on parle la langue des signes. Et c'est quelque chose avec les tout petits, les enfants, parce que souvent, on se dit langue des signes, c'est forcément pour les malentendants ou les sourds. Mais en fait, là où tu as fait un gros travail, je trouve, de vulgarisation et justement de sensibilisation en France grâce à ton compte et à tout ce que tu proposes, formation, livres et tout le reste, c'est vraiment se dire, mais en fait, non, c'est une vraie langue. Arrêtez juste de la cantonner aux personnes qui sont malentendantes ou sourdes. C'est une langue qu'on peut utiliser en fait, et notamment auprès des tout petits. Est-ce que tu veux un petit peu nous expliquer comment ça a pu t'aider, et notamment encore une fois, peut-être avec des enfants plus sensibles ou atypiques? Alors les signes, moi je les mets pas en place tout de suite avec ma première fille. Je suis interprète à ce moment-là en congé mat et j'ai une petite fille qui est qui a des problèmes de santé, donc un reflux intense, un bébé qui ne dort pas plus de 20 minutes tout seul allongé, qui doit dormir en surdodo comme on l'appelle. Ouais, je te vois en train de faire moi aussi, on l'a vécu. Donc c'est très dur, et ce bébé qui pleure et qui souffre, et c'est le premier bébé. Comment on sait, comment on comprend et comment on se fait confiance au niveau de l'intuition quand les médecins nous disent ouais non, il est potelé, il a pas de RGO, et où on se fait recaler. Et je me rappelle un jour où je suis face à ma fille et où je la regarde, elle doit avoir 5-6 mois, et j'ai dit mais fais-moi un signe, dis-moi, exprime-toi, qu'est-ce qui va pas, je sais pas moi. Et je me dis fais-moi un signe, mais Marie met en place les signes pour les bébés avec elle. Je savais que c'était une pratique qui était faite aux États-Unis. J'avais rencontré une Américaine qui était en France et qui le mettait en place, mais il y avait des années, je devais avoir 22 ans à l'époque. Donc j'ai mes filles 10 ans plus tard. Je me suis dit vas-y, tente de mettre en place les signes avec elle. Donc je mets en place les signes avec elle, et effectivement ça prend. Et j'ai pas vu tous les signes, je m'en rends compte aujourd'hui parce que j'ai repassé des vidéos où ma fille signe beaucoup plus précocement que ce que j'ai cru. Je débutais là-dedans, et donc elle s'en est emparée, et là encore aujourd'hui sur des moments où les émotions sont intenses, elle va utiliser les signes. La seconde les a alors elle est tombée dans les signes aussi. Elle les a adorés et elle communiquait énormément avec, et ça a permis tellement de mieux les comprendre. Quand un bébé de 7 mois se met à pleurer systématiquement après le bain
Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a froid, etc. Non, elle voulait la tétée. Donc, à 7 mois, elle me fait le premier signe tétée. J'apprendrai plus tard que d'être dans l'eau, une petite eau là à 37 degrés, ça leur donne l'envie de téter. Et donc, j'ai plus à me questionner. Elle me donne, c'est un cheat code, quoi. Elle me balance, elle balance les signes. Et moi, je la comprends beaucoup mieux. Donc, c'est une enfant qui a été encore mieux accompagnée de ma part parce que je comprenais finalement ce qu'elle avait comme souci, comme petit, et la comprendre au quotidien, comprendre qu'elle a peur de tous les escargots. J'ai appris à 7 mois pratiquement que ma plus petite était terrorisée par les escargots. Donc je pouvais, dès que je voyais un escargot, hop, je le poussais, on l'a quand même. Et donc ça m'a permis de mieux les comprendre, mais elle, de mieux se sentir comprise et finalement elle débute dans le langage finalement avec les signes qui sont pris de la langue des signes, ce qui fait partie, on vient pas bouleverser quoi que ce soit là-dedans, vu que l'enfant dans la période préverbale, dans le développement préverbal, va utiliser ses petites mains. Il va utiliser le pointage dès qu'il voit quelque chose, il pointe avec son petit doigt, il envoie des bisous, il fait des coucous, il joue avec les mains, il communique avec les mains. Donc là, on va venir enrichir et ça leur permet de mieux de se faire comprendre et aussi de se faire respecter en tant que personne, parce que on a beaucoup entendu que l'enfant était un tube digestif pendant les premiers mois, il n'est pas trop considéré, il n'est pas très considéré, on sait pas trop quoi. Et finalement, quand un bébé se met à signer, il y a beaucoup de personnes qui font mais elle a peur des escargots. Mais en fait, elle veut voir le chien. Il est passé 2 secondes là. Elle a capté que l'eau qui est dans la flaque, c'est la même eau en fait, on voit toutes les connexions qui se passent et toute la magie de l'enfance. Donc, ça aide vraiment à révéler l'enfant et à prendre conscience que ces petits bouts sont vraiment des personnes à part entière dès le départ, pour qui ça peut être un peu plus compliqué ou qui peuvent penser que ça ne peut être que des tubes digestifs. Oh non, ce sont de véritables êtres humains dès la naissance, mais même avant. Merci Marie. Il y a aussi un lien dont on a un petit peu parlé en off et que je voudrais revenir là-dessus. C'est souvent en tant que parent, lorsqu'on a des enfants atypiques, et c'est vrai que ça, c'est pas toujours compris par les parents qui ne connaissent pas ça. Donc là, tu as parlé des reflux. Et d'ailleurs, une étude, je sais pas si tu sais, mais qui a montré que justement, c'était souvent, disons qu'il y a beaucoup plus chez les enfants atypiques du reflux. Donc dès tout petit, on peut le voir déjà dans comment fonctionne au niveau du cerveau. Donc disons que le reflux, il est propre à tous les enfants, mais chez les enfants atypiques qui ont une plus grande sensibilité et souvent même kinesthésique, la gêne occasionne de la douleur en fait. Ce qui explique aussi tous ces pleurs et le fait non, il y a des enfants, apparemment, ils vomissent et ils se rendorment. Bah bon, on n'a pas eu ça, nous. On ne peut pas du tout dormir. Mais du coup, il y a une plus grande fatigabilité, un plus grand épuisement, en fait, lorsqu'on a des enfants atypiques. Là, on a parlé des reflux, mais c'est aussi beaucoup d'émotions, en fait. Quand ils sont très jeunes, ils n'ont pas toujours la capacité ni la maturité aussi d'expliquer, et encore moins avec des mots, en fait, ce qu'ils ressentent. Là où la LSF, à mon sens, c'est un outil incroyable pour l'avoir utilisé aussi avec mes enfants. Alors, peut-être pas autant poussé que toi parce que je suis pas interprète langue des signes, donc des fois, il y a des signes qu'on a inventés, tu vois, forcément. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est justement de se dire, peut-être que ça peut être un outil dans une grande boîte à outils où il y en a plein d'outils possibles pour nous soulager en tant que parents, pour accompagner ces enfants atypiques qui ont une grande intensité émotionnelle, intellectuelle aussi, parce que c'est une richesse. Comme tu l'as dit, c'est aussi, parce que là, on en parle avec les tout petits, mais en fait, elle est plus grande. Comme on leur apprendrait une 2e, 3e langue, la LSF ouvre une perspective. Et tu vois, j'ai un de mes fils qui est autiste et je pense que vraiment, ça l'aide énormément, en fait, à se réapproprier son corps, d'utiliser la LSF. Ça, on n'en parle pas trop parce qu'on parle souvent des petits, mais les plus grands. Et surtout, dans l'autisme, où il y a un rapport au corps plus particulier. Tu vois, ils ont plus de mal avec des câlins, avec le toucher, leur laver les cheveux, ce genre de choses, à la nourriture, parce que tout ça, c'est vraiment kinesthésique. La LSF permet de se réapproprier un espace aussi, parce que quand tu parles avec les gestes, il faut avoir un certain recul avec l'autre. Donc ça met une sorte de barrière qui est protectrice également. Donc il y a pas mal de choses, je trouve, sur la LSF à développer. Est-ce que, comme ça, tu aurais quelques conseils? Alors c'est difficile de donner des conseils aux gens, on est bien d'accord, mais en tout cas quelques tips, on va dire, pour les parents qui nous écouteraient, qui se sentiraient peut-être un peu dépassés
par leur parentalité, comme on peut tous l'être une fois ou plusieurs fois dans nos vies, hein, on va rassurer tout le monde. Mais en quoi la LSF ou même d'autres tips que tu as pu utiliser ou que tu as pu mettre en place parce que ben voilà, tu as grandi avec ça maintenant, qu'est-ce que tu pourrais leur partager pour faire face peut-être à certaines difficultés ou certains doutes? Déjà, autour des signes, il y a la possibilité vraiment de venir travailler les émotions. Moi, j'ai découvert mes émotions à 30 ans. Je découvre la roue des émotions là qui était utilisée par ma psy à 30 balais. Quoi, ça existe? Pourquoi je l'ai pas eu moi à la maternelle, hein? Donc travailler les émotions avec les enfants, mais au niveau de la langue des signes, les signes sont reliés. On appelle ça, c'est l'iconicité du signe. Donc la colère, c'est pas un signe doux, quoi. C'est un signe qui, ça vient de l'intérieur, comme on peut avoir ces sensations quand on est en colère de quelque chose qui bout à l'intérieur. On va venir travailler les émotions avec les enfants. Tu leur donnes vie autrement, en fait, grâce au mouvement. Exactement, parce que le mot colère, bon, potentiellement en latin ou je ne sais quoi, quelle est son histoire, mais le signe colère, on a les mains qui sont griffées comme ça, qui partent du buste et qui remontent, et c'est vraiment, des fois, la sensation de colère peut être imaginée, ressentie comme ça. Donc l'enfant va lier ce qu'il ressent, s'intéresser à son ressenti au niveau du corps pour pouvoir exprimer l'émotion qui est intense. Pareil au niveau des crises, des tempêtes émotionnelles, comme on les appelle, quand les enfants sont dépassés. J'ai de nombreux petits seniors qui mettent en évidence le fait que pour eux, au moment où ils sont en crise, ils sont dépassés, et il y en a qui arrivent à demander de l'aide, qui arrivent à signer aide, parce qu'en fait, nous, en position d'adulte, quand on a été éduqué à la old school, avec cette domination de l'enfant et cette verticalité, l'enfant fait une crise, il me fait un cinéma, il est complètement en train de me manipuler. Ça, c'est la vieille posture qu'on pouvait avoir à l'époque. Là, aujourd'hui, quand un enfant est en capacité, bon, on a tous évolué, heureusement, bien sûr, sur le sujet, on sait qu'ils sont dans une situation qui est compliquée et qui les dépasse, mais le fait que l'enfant puisse, au travers d'un signe, quand il est incapable de parler, de quoi que ce soit, de nous dire « aide-moi, j'ai besoin d'aide », on comprend que là, l'enfant, il est dépassé par les choses et il a besoin de nous pour venir le réguler. Donc c'est plein de choses autour des émotions, et c'est ce que je dis aux parents en bébé signe, faites 2 signes, il n'y a pas besoin de forcément plus, le encore et le fini déverrouille plein de situations, mais vraiment les émotions vont aider les enfants au niveau de mieux se connaître et de mieux vivre au quotidien, nous, de pouvoir être cet adulte sécure qui vient l'accompagner, qui vient l'aider à s'autoréguler, qui apporte des outils. Donc là, les signes vont être sacrément utiles. Après, en notre tips, nous, on parle beaucoup, et je me rappelle aussi quelque chose que j'ai mis en place avec ma fille, mais parce qu'elle a cette appétence pour le dessin, c'était de dessiner. On a très vite dessiné ce qu'elle ressentait, quand elle n'arrivait pas à poser les mots sur des choses compliquées. Sur l'école, qu'est-ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui quand c'est des refus d'exprimer parce qu'on sent qu'il s'est passé quelque chose. Bon voilà, on passe par le dessin ou par les signes. Que dire, je ne sais pas que dire. Après, des tips, j'en ai plein. Moi, je les fais crier. Ah ouais. On est des grosses malades en voiture, toutes ensemble. Dès qu'on prend un rond-point, on a plusieurs ronds-points pour arriver à la maison, et on hurle au moment du rond-point. Donc on fait 3, 2, 1, et dès qu'on est dans le rond-point, on fait et on se fait plusieurs tours de rond-point jusqu'à ce qu'on ait tous déchargé, moi de ma journée, mais elle également de leur journée, etc. Donc on doit faire peur à tous les automobilistes autour. Mais on s'en fiche, ensemble, on sait, ça marche plutôt bien. Merci Marie. Bon, en tout cas peut-être pour les parents qui recherchent des outils, encore une fois, parce que je sais que l'hyper-émotivité des enfants, c'est souvent un grand sujet, parce que déjà nous, on n'a pas appris en tant qu'adultes souvent à les accueillir, et puis on se sent souvent responsable des émotions de nos enfants, alors qu'en fait c'est leurs émotions, on peut que les accompagner et leur montrer comment on peut accueillir une émotion. La LSF peut aider. Et j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à regarder déjà ton compte si c'est pas déjà fait, quand même, tes livres et tes formations. Je mettrai bien sûr tous les liens en dessous, mais vraiment n'hésitez pas parce que je pense que c'est un outil fondamental. Écoute, merci beaucoup. Je pense que je finirai par dire que un grand merci pour ton témoignage, pour cette authenticité, parce que tu vois, tu nous as raconté comment tu t'es sentie
investi dans la mission de comprendre l'histoire de la LSF et comment tu t'es dit mais c'est injuste ce qui leur est arrivé et j'ai besoin finalement de donner peut-être une parole supplémentaire, parce que d'autres le faisaient déjà bien sûr, mais une parole supplémentaire à cette minorité qui n'a pas été effectivement comprise. Eh bien j'ai la sensation qu'avec cet épisode de podcast tu fais pareil pour les atypiques, parce qu'aujourd'hui les personnes atypiques c'est une minorité qui ne sont pas écoutées, qui sont moqués avec ces phrases dont tu as citées en disant mais c'est bon, tout le monde maintenant se dit TDAH, ça va, c'est une mode. Mais en fait du coup on se moque d'une particularité comme on se moque, je veux dire dans le cas du racisme, de l'homophobie ou autre chose encore en fait. Ça passe un peu inaperçu, mais clairement il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Et donc je te remercie 1000 fois pour ce témoignage parce que je vois à quel point t'es militante, qu'importe le sujet au final. Merci à toi. Un grand merci à toi pour faire tout le travail sur le terrain. Je sais que tu y contribues énormément à tout ce qui se passe en France et je sais que ça profitera. Bon, moi ça va, mais c'est surtout à mes filles. Tu fais un boulot incroyable et je sais que ça va beaucoup contribuer dans le quotidien de mes filles. Donc merci vraiment beaucoup. Merci Marie. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!